Bonjour mesdames et messieurs, au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Et aujourd'hui, dans le programme, des arrestations possibles de Bruce Springsteen et Joe Dassin. Opération secrète de la CIA appelée Mocker, la vérité sur le président le plus honteux des États-Unis d'Amérique. Information sur une conversation téléphonique de 2 heures au sujet de l'Ukraine, les conditions de la Russie pour la paix. Eh bien, nous parlerons à la toute fin des chances réelles de l'Ukraine et de savoir si, à Kiev, on comprend cette réalité. Oui, absolument, messieurs. Écoutez, Mikhail Yosifovitch Weiler, c'est tout simplement indispensable. Et, d'ailleurs, j'ai trouvé en Israël un rabbin très compétent, Mikhail Finkel. Sa chaîne s'appelle tout simplement Rabbin Mikhail Finkel, donc je vous la recommande vivement. Et avant que je commence, demain, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense des États-Unis d'Amérique a déclaré que mardi seront publiées les premières données sur l'enquête sur les raisons du retrait précipité de l'armée américaine d'Afghanistan. D'accord. Je pense que peu d'entre vous savent dire comment la CIA a influencé la presse des États-Unis en utilisant ce qu'on appelle une autorisation spéciale obtenue par l'agence pendant la guerre froide avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. À cette époque, la CIA a reçu l'autorisation d'obliger n'importe quel média américain, bien sûr, à publier les informations nécessaires au renseignement, que ce soit sur l'Union des républiques socialistes soviétiques ou sur les États-Unis. Cela faisait partie d'une opération de désinformation de l'adversaire et servait principalement à tromper les services de renseignement du pacte de Varsovie. Et après la fin de la guerre froide, l'autorisation de forcer les médias à publier ce qu'on appelle des histoires déformées ou inventées n'a jamais été annulée. Eh bien, c'est comme si, naturellement, c'est fini, et c'est fini, non ? Le Congrès n'a tout simplement pas pensé à s'en occuper, et la CIA, bien sûr, n'avait aucune intention d'annuler cela. La journaliste Deborah Davis s'est penchée sur ce sujet et a rapporté que l'opération Mocker, comme on appelait ce droit. La CIA indique ce qu'il faut écrire dans les médias de masse, ayant à une époque engagé plusieurs des principaux journalistes américains. C'est-à-dire qu'elle les a engagés physiquement, leur versé un salaire, je ne sais pas, à l'heure, d'une certaine manière, pour diffuser des mensonges qui étaient inventés à l'intérieur de la CIA. Des groupes ont également été organisés parmi les étudiants et l'intelligentsia créative afin de promouvoir les idées et les objectifs de la CIA. Et en 1967, il s'est avéré que, par exemple, l'Association nationale des étudiants des États-Unis, l'Association nationale des étudiants des États-Unis, n'était qu'une façade de la CIA. D'ailleurs, selon notre loi, la CIA n'a absolument pas le droit de mener quelque activité que ce soit sur le territoire de notre pays. En 1973, il est devenu connu que la CIA avait mis sur écoute les journalistes qui refusaient de coopérer avec elle. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'opération secrète de la CIA appelée Opération Mocker. Elle a été révélée dans les années 1970 lors des audiences du comité Church présidé par le sénateur Frank Church de l'Idaho. Le but de l'opération Mocker était que des agents du renseignement infiltraient des médias d'information tels que, et afin de diffuser délibérément la propagande de l'État profond auprès d'un public international. Au départ, cela était considéré comme une partie intégrante de l'époque de la guerre froide, dans le cadre des opérations psychologiques et de la guerre de l'information contre l'Union soviétique, ainsi que pour couvrir les activités secrètes de la CIA, en particulier en Europe de l'Est. Mais, bien entendu, dans ce cadre, ce Mocker exigeait des médias traditionnels qu'ils présentent comme des faits, ce qui était en réalité un mensonge. Voici le Dr Terli, auteur, journaliste et conférencier. Les médias étaient utilisés par la CIA, en particulier, comme un instrument de tromperie et de désinformation, encore une fois comme un moyen d'induire en erreur nos adversaires étrangers.
Mais pendant l'opération Mockingbird, Michael, quelque chose est arrivé. Nous avons été témoins de l'apparition de ce que l'on appelle techniquement le journalisme de plaidoyer parmi les représentants des médias traditionnels. Dans une compréhension plus courante, cela est connu comme le parti pris des médias. Et nous avons vu comment cela est passé au premier plan pendant la guerre du Vietnam, puis sous Nixon et lors du Watergate. Et c'est à ce moment-là que les médias traditionnels ont commencé à soutenir ouvertement les questions de gauche et les politiciens démocrates, déformant les nouvelles en faveur d'un agenda clairement libéral. Le docteur Terli explique comment les médias américains ont commencé peu à peu à s'éloigner des faits pour se tourner vers la publication. Rien d'autre que ce qui promouvait une certaine idéologie, en l'occurrence une idéologie sociale de gauche, socialiste et anticapitaliste. Ce que nous observons actuellement avec la récente révélation du diagnostic de cancer de Biden est en réalité le summum de la révélation. Le fait que ces deux dynamiques, la tromperie et le parti pris des démocrates, se soient unis pour transformer les médias traditionnels modernes en rien d'autre qu'une vaste machine de propagande au service de l'establishment politique. Plus simplement, il y a un consensus croissant sur le fait que les médias traditionnels ont toujours été au courant du cancer de Biden, mais, comme dans le cas de son déclin cognitif, ils ont consciemment caché cela. Peu à peu, les journalistes honnêtes ont été évincés. Ceux qui adhéraient à d'autres principes idéologiques et médiatiques ont été poussés dehors. En Amérique, c'est de meute en essa, on dit, c'est devenu un département de propagande. Un département de propagande d'un parti bien précis, et je veux tout de suite préciser que ce n'est ni le parti républicain, ni le parti libertarien. Le docteur Terli dit que la façon dont les médias ont caché les maladies de notre ancien président, qu'il s'agisse de troubles mentaux ou de problèmes oncologiques. Cela montre que les autorisations non annulées par la loi permettant à la CIA d'intervenir dans la presse américaine ont conduit à un scandale grandissant autour du fait qu'on présentait le président américain comme absolument sain et parfaitement lucide, ainsi que les candidats, jusqu'à des débats présidentiels totalement honteux. Pour les 4 années suivantes, non seulement ils l'ont maintenu président, mais ils voulaient aussi le garder président pour encore 4 ans. Waouh, c'est vraiment une époque passionnante pour vivre. En ce moment même, l'Amérique reprend sa place méritée en tant que nation la plus grande, la plus puissante et la plus prospère sur Terre. Nous avons déjà tant de raisons de célébrer. Je veux dire des frontières plus sûres, l'élimination de Daesh, l'autorisation de forer, bébés, de forer et $1 billion de nouveaux investissements injectés dans l'économie. Nous sommes à l'aube de ce qui sera connu comme la période la plus prospère de l'histoire de l'Amérique. La seule question est, serez-vous un acteur actif de l'âge d'or ou resterez-vous un simple spectateur sur la touche? Je partage entièrement l'enthousiasme du docteur Steve Terli et d'ailleurs, je recommande son podcast Dr Steve Terli. Mais revenons à notre histoire, à la façon dont on a tenté de cacher au public la véritable situation concernant le grand-père des Joe. Comment elle s'est développée et où nous en sommes arrivés. Le médecin de Joe Biden, Kevin O'Connor, se trouve actuellement sous une énorme attention. Mais déjà en 2023, O'Connor s'est tristement fait connaître pour avoir décrit Biden, je cite, comme un homme de 80 ans en bonne santé et énergique, capable d'exercer de façon cohérente les fonctions de président. À l'époque, il était évident pour tous que cette évaluation était absurde et que ce médecin jouait le jeu des démocrates. Mais les médias ont également soutenu cela sans réserve, sans poser la moindre question supplémentaire. Cependant, une question évidente se pose maintenant. Ce même médecin qui affirmait que Joe Biden, je cite, était en bonne santé et énergique, cacherait-il également un diagnostic de cancer jusqu'à la fin de l'élection présidentielle? Et en plus, Biden avait un cancer que pas un seul médecin n'a remarqué. Il n'y a simplement pas prêté attention. Alors, comment la presse de gauche était-elle au courant et gardait-elle le silence? Voilà pourquoi moi et tant d'autres personnes avec qui j'ai grandi avons le cancer. C'est-à-dire qu'il l'a même dit, mais personne dans la presse de gauche ne l'a remarqué.
Écoutons maintenant l'avis d'un expert. Dans l'époque moderne de la médecine, surtout en tenant compte du fait qu'il était un ancien président, il a bénéficié de soins médicaux intensifs et avancés, grâce auxquels nous pouvons détecter le cancer de la prostate. 10 ans avant son apparition, vous savez. Je veux dire, c'est très inhabituel. Oui, apprendre qu'une personne suivie annuellement a été diagnostiquée d'un cancer de la prostate. Et le fait que nous l'ayons découvert seulement au stade Gleason 9 est pratiquement inédit. De nos jours, vous savez, même parmi la population urbaine, nous n'aurions pas vu un tel cas. C'est-à-dire qu'en réalité, même dans les cliniques les moins équipées parmi la population défavorisée, il serait tout simplement impossible de passer à côté de cette maladie chez le président des États-Unis. Et maintenant, tout à coup, ils ont annoncé sa maladie et l'ont qualifiée d'agressive, disant qu'il va bientôt mourir. Mais pourquoi tout à coup maintenant ? Pourquoi tout à coup une telle urgence ? Mais en réalité, tout est très simple. Un entretien avec le procureur spécial Cour vient d'être publié. Il s'agit de Robert Cour avec Biden. En réalité, l'entretien date de plusieurs mois, après lequel Cour a déclaré « Un vieux monsieur sympathique avec des pertes de mémoire. Il parle du président des États-Unis. À l'époque, c'était presque catastrophique pour les démocrates, et maintenant il faut sauver ceux qui couvraient Biden. Et tout de suite il meurt. Ne le touchez pas, vous êtes inhumain, comment pouvez-vous faire ça ? Eh bien, le sens est le suivant, ne révélez pas nos secrets. Quelques jours seulement après la publication des enregistrements du procureur spécial Robert Cour, dans lesquels on entend Biden avoir du mal à se souvenir d'événements personnels et politiques importants, y compris l'année de la mort de son fils Beau. Et il doit compter sur les indications de ses assistants pour préciser les détails. L'enregistrement audio a révélé des pauses prolongées, des marmonnements et des difficultés à répondre aux questions. Tout cela n'a fait qu'accentuer les inquiétudes largement répandues concernant sa mémoire et ses capacités mentales. Mais cette révélation sur le cancer apparaît littéralement 48 heures avant la sortie du livre de Jake Tapper, dans lequel il est raconté en détail comment les assistants de Joe Biden étaient tellement préoccupés par son déclin physique et cognitif qu'ils pensaient qu'il devrait se déplacer en fauteuil roulant pendant son second mandat. C'est-à-dire que Joe Biden était transporté en fauteuil roulant alors qu'on nous jurait qu'il était en parfaite santé, qu'il courait, sautait et résolvait des problèmes mathématiques complexes à la volée. Eh bien, pour convaincre le public que tout cela n'était qu'un mensonge, ceux qui disaient qu'il y avait quelque chose qui clochait étaient discrédités, on essayait de tourner en ridicule ceux qui disaient « Regardez donc ». Je veux dire, c'est un exemple parfait, et malheureusement, il s'est produit bien trop souvent. Les conservateurs voient un complot autour des erreurs de Joe Biden. Ainsi, les questions légitimes sur l'état physique et mental de Biden étaient constamment présentées par les médias traditionnels de manière à discréditer ceux qui les posaient. C'est-à-dire que le problème ne réside pas dans la santé ou l'état mental de Joe, mais dans ces méchants de droite qui s'accrochent à tout, même aux meilleurs, même aux plus sacrés. Rien n'est sacré pour eux. Et combien de fois avez-vous entendu cela de la part de toutes sortes de gauchistes, russophones, vendus, corrompus, des ratés ou peut-être des transfuges ? Qui sait, peut-être que tout ce que vous voyez de vos propres yeux n'est qu'une illusion de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du charme et du bon sens. Mais il faut croire au parti natal. Surtout, il faut rester en retrait et ne pas intervenir. Parce que le Parti démocrate des États-Unis, ce sont les représentants de la foi. Et sans cette foi, on est expulsé des universités, des journaux, des magazines, de la télévision, des cabinets d'avocats. Comme vous l'avez appris, on est même chassé de l'armée. Et en plus avec honte. Et maintenant, passons à un autre sujet. V. Un message est apparu selon lequel des personnalités culturelles connues comme Ernst, Oprah, Bruce, Springsteen, Bono recevaient beaucoup d'argent pour faire semblant de soutenir un certain parti et un certain candidat. Combien coûte donc le discours enflammé de Benz ?
11 millions de dollars? C'est vrai, quand elle a prononcé ce discours, le public dans la salle a commencé à crier « Dehors, qu'elle s'en aille !» Donc, 11 millions ont servi à acheter du vent. Combien Springsteen a-t-il reçu, ce n'est pas encore clair. On disait que OPRE coûtait 2 millions. C'est pourquoi une enquête commence maintenant sur les dépenses des fonds présentés par la campagne électorale comme des dépenses de campagne. Mais en réalité, ce sont simplement des pots de vin. Et ce ne sont pas des pots de vin sous forme de sandwich ou d'une bouteille de Coca-Cola. Oprah, c'est vrai, a dit qu'elle n'a personnellement rien reçu, mais 1 million, elle dit. 1 million ou 2, je ne sais pas, c'est vrai, ont été reçus pour payer les frais d'organisation de l'événement. 1 million pour organiser quel événement? Le tournage d'un épisode télévisé avec Oprah et une invitée de marque, une invitée précieuse à tout point de vue, une invitée de marque. Bruce était tellement effrayé qu'il a commencé à raconter que ce n'était pas lui, mais eux. L'administration actuelle est corrompue, mais il n'a donné ni fait ça parce que, quand tu es Bruce, les faits n'ont pas d'importance. Tu es Bruce, n'est-ce pas? Alors, comment les démocrates et les médias se défendent-ils? Eh bien, c'est très drôle, ils disent. Mais des personnes connues sont aussi allées de l'autre côté, faisant semblant de ne pas comprendre qu'il ne s'agissait pas de visite et de soutien, mais d'argent. Ce qui est interdit par les lois électorales américaines, c'est interdit. Cela s'appelle de la corruption. Et même si Oprah affirme qu'elle n'a pas reçu un centime de Harris, la campagne électorale a tout de même payé 1 million de dollars à la société d'Oprah pour organiser une téléconférence de stars avec la participation d'Oprah. Est-ce que cela ne compte pas comme un paiement? De plus, selon les rapports, l'équipe de Harris a dépensé une somme à 6 chiffres pour créer cette même plateforme dont je parlais dans le podcast. Cela lui a apporté des centaines de milliers de vues, mais honnêtement, je doute que cela en valait la peine niveau dépenses. Et puis vous avez Eminem et puis vous avez Beyoncé. Parlons à la personne qui a vécu tout cela, d'accord? Elle exprime maintenant ses propres craintes. Lindsay nous rejoint. Merci d'avoir saisi cette opportunité. C'est le présentateur de gauche Cuomo sur la chaîne de gauche News Nation, 2 millions d'abonnés. Tu fais ça, tu parles de ce qui s'est passé pendant la campagne et tu te mets littéralement une cible non seulement dans le dos, mais aussi sur la tête. Pourquoi fais-tu ça? Si nous ne faisons pas face à la réalité, si nous ne résolvons pas ces problèmes très sérieux, nous continuerons à perdre. Et j'aime vraiment ce que tu as dit plus tôt, tu sais, dans ce segment AM. Si nous ne reconnaissons pas que l'Amérique penche vers la droite, nous continuerons à perdre. Si nous n'avons pas de transparence financière et un rapport très sérieux sur la façon dont nous avons dépensé 1 milliard de dollars en 2 ou 3 mois en tant que donateurs, et même les Américains ordinaires qui ont donné leurs 10 et 25 dollars, pourront-ils un jour refaire confiance au Parti démocrate? Nous avons besoin d'une analyse approfondie pour montrer que nous tirons des leçons, que nous révélons tout ce qui n'a pas fonctionné et que, à l'avenir, nous agirons mieux. On ne peut pas ignorer la situation en espérant que papa renflouera à nouveau les caisses. C'est-à-dire que le Parti démocrate a dépensé 1 milliard en 3 mois de campagne électorale pour la candidate la plus stupide à la présidence des États-Unis de toute l'histoire du pays. Personne ne raconte sur quoi ils ont dépensé cet argent, même pas à leurs propres gens. Mais revenons à nos zéros. Ils ont commencé à faire l'objet d'une enquête, et même si je suis sûr qu'ils n'iront pas en prison, ils pourraient écoper de lourdes amendes, Le sujet le plus brûlant aujourd'hui est la conversation entre les présidents des États-Unis et de la Russie. Le président des États-Unis a déclaré que la conversation s'était très bien passée et que les conditions du cessez-le-feu seraient à discuter directement. Par les négociations, par les participants directs aux négociations, mais qui commenceront immédiatement, les négociations débuteront sans délai. Il semble que les parties se soient mises d'accord pour que les négociations aient lieu au Vatican, où elles ont été invitées par le nouveau pape Léon. Les États-Unis et la Russie sont prêts à discuter de liens commerciaux et économiques à grande échelle.
Il semble que la levée des sanctions, je pense, sera progressive. Le compte-rendu de la conversation a été envoyé à Zelensky, Macron, Meloni Mers, Ursula von der Leyen et pour une raison quelconque au président de la Finlande. Je ne sais pas pourquoi. La conversation apparemment n'était pas simple, elle a duré 2h30, presque 2h30, et je pense que nous ne connaîtrons jamais beaucoup de détails de ces négociations. À son tour, Poutine a déclaré que la conversation avait été informative et utile et il a indiqué que la Russie était prête à travailler avec l'Ukraine. Comme il l'a appelé, un mémorandum des futures négociations, c'est-à-dire, pour ainsi dire, une feuille de route des futures négociations, l'objectif final. Eh bien, comme on dit, le diable est dans les détails, j'ai bien peur que ce mémorandum soit mort-né s'il voit jamais le jour. En effet, cette conversation a eu lieu, elle a duré plus de 2 heures. Je tiens à souligner qu'elle a été très substantielle et tout à fait franche. Et dans l'ensemble, à mon avis, cette discussion a été très utile à cet égard. Tout d'abord, j'ai remercié le président des États-Unis pour le soutien apporté par les États-Unis à la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine concernant la conclusion éventuelle d'un accord de paix. Le président des États-Unis a exprimé sa position concernant la cessation des hostilités et la trêve. Pour ma part, j'ai également souligné que la Russie est également en faveur d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Nous devons simplement déterminer les moyens les plus efficaces pour avancer vers la paix. Nous sommes convenus avec le président des États-Unis que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Avec la définition d'un certain nombre de positions, telles que par exemple les principes de règlement, les délais pour la conclusion possible d'un accord de paix, et ainsi de suite, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période en cas de conclusion des accords correspondants. D'ailleurs, les contacts entre les participants à la rencontre et aux négociations à Istanbul ont repris, et cela donne des raisons de penser que nous sommes globalement sur la bonne voie. Je tiens à souligner encore une fois que la conversation a été très constructive et que je l'évalue très positivement. La question, bien sûr, est que les parties russes et ukrainiennes fassent preuve du maximum de volonté de paix et trouvent les compromis qui conviendraient à toutes les parties. Je voudrais souligner que, dans l'ensemble, la position de la Russie est claire. L'essentiel pour nous est d'éliminer les causes profondes de cette crise. Bien que Poutine ait déclaré à Rossiya Segonia Novosti que nous sommes sur la bonne voie, je ne vois toujours pas de mouvement de la Russie vers la paix. Il me semble que les États-Unis commettent à nouveau une erreur en supposant que la direction de la Russie veut que leur pays prospère. Je me souviens, j'ai participé autrefois à un projet dans les années 93-95 pour transformer le parc Gorky en un immense centre de divertissement. Je dirigeais en quelque sorte la partie américaine de ce projet et mes partenaires américains, aussi bien ceux qui finançaient que l'architecte. Là-bas, il y avait tout un groupe de personnes d'Achino de Washington qui fournissaient ce qu'on appelle une assurance contre les risques politiques et ce genre de choses. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Pourquoi le maire de Moscou et ses adjoints, nous avions affaire à 2 de ses adjoints, ne réagissaient-ils absolument pas à l'obtention par la ville d'un énorme revenu ou à la création d'un centre culturel et de divertissement au centre de Moscou ? C'est-à-dire que le bien commun ne les préoccupait absolument pas. Et cela stupéfiait mes partenaires, des gens pourtant intelligents, qui semblaient tout comprendre. Personnellement, il me semble que tant que le coopérative Ozera ne sentira pas l'argent en suivant une voie, ou le fouet s'ils en prennent une autre, rien n'avancera nulle part. Pour montrer que nous n'avons pas peur de l'Amérique, c'est une union de pays qui essaie de remplacer le dollar par une autre monnaie mondiale de règlement.
Il a annoncé qu'il élargit les systèmes de paiement. C'est l'une d'elles, cela signifie que ce sont des roubles, ce sont des yuans. D'ailleurs, de nombreux pays font partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine, la Russie, le Brésil, l'Iran, l'Égypte, les Émirats, l'Éthiopie, l'Indonésie, et plus tard le Kazakhstan a rejoint. Je crois qu'il y a encore 16 ou 17 pays là-bas. Les États-Unis d'ailleurs n'aiment pas du tout cette union des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et il semble que l'Inde et les Émirats s'en éloigneront en signant d'importants projets commerciaux et d'investissement avec les États-Unis d'Amérique. L'administration précédente était faible et les pays se sont précipités vers la Chine comme vers la prochaine grande puissance. Les livres écrivaient que le prochain siècle appartient à la Chine. Ils y croyaient. Ils y ont cru. Ils se sont rués vers la Chine, mais désormais la situation a évolué et un recul significatif est observé vis-à-vis de ce pays. D'ailleurs, Poutine a exigé l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et la transmission de données de renseignement à l'Ukraine. Il a également exigé l'arrêt de la mobilisation en Ukraine, l'arrêt du réarmement de l'Ukraine et de son armée. Poutine a également déclaré que plusieurs accords précédents avec l'Ukraine avaient été violés soit par Zelensky lui-même, soit par ses prédécesseurs. Et la Russie exigera des garanties pour l'exécution de tout nouvel accord futur. L'une des questions les plus problématiques est bien sûr de savoir quoi faire si l'une des parties ne respecte pas les accords. Que fera-t-on? Qui interviendra et comment pour que l'accord soit respecté? Il n'est pas évident pour le moment de savoir comment contraindre la Russie et l'Ukraine à agir d'une certaine manière. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question, tout le reste, c'est comme écrire sur l'eau avec une fourche. En guise de carotte, les États-Unis ont proposé la levée des sanctions, l'implication de la Russie dans plusieurs projets de commerce mondial et en guise de bâton davantage de sanctions, bien sûr. Il n'est pas encore clair si la livraison d'armes importantes à l'Ukraine a été discutée. Il semble que les prochaines négociations avec la Russie seront menées par Steve Witkoff et avec l'Ukraine par le général Kate Kellogg. Ils ont été répartis ainsi, oui, et entre eux, il y aura le président des États-Unis qui coordonnera leurs actions. Auparavant, on supposait que soit l'un d'eux, soit les deux feraient des allers-retours. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais d'une certaine manière... Mais ça a changé. Et même le titre officiel de Kellogg a été changé en représentant spécial des États-Unis en Ukraine. Concrètement, le président de l'Ukraine. Zelensky, de son côté, a déclaré que c'est la Russie et Poutine qui violent de tous les accords qu'ils signent, que la partie ukrainienne ne croit pas un seul mot prononcé par la dictature du Kremlin. Le fait même que la Russie ait exigé qu'on lui remette les régions non occupées ne signifie rien à mon avis, tout comme, en général, toutes les exigences initiales des parties. Bien que, pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas très bien comment l'Ukraine va empêcher la prise de telle ou telle de ces régions. Si on lui envoie encore un demi-million de criminels et de volontaires enrôlés pour la guerre venant de petites villes et villages de l'Empire russe, dont personne au Kremlin ni même à Moscou ne se souciera, je soupçonne qu'à la fin de l'année, l'Ukraine soit cédera ce que la Russie exige, soit après avoir perdu encore des dizaines de milliers de jeunes et des milliards en bâtiments détruits et autres, sera contrainte de céder encore plus que ce que la partie russe exige actuellement. Je comprends la situation de Zelensky et de son état-major. Le peuple sera indigné par les concessions. Mais les dirigeants sont élus pour résoudre des problèmes complexes, pas pour voyager de conférence en réunion à l'étranger. Bien sûr, il faut aussi voyager à l'étranger. C'est de là que vient l'aide, mais le travail principal d'un dirigeant est de protéger la population du pays. Et justement, ni Zelensky ni son équipe ne font cela. Ils ont peut-être une chance sur 100 000 ou sur 3 millions, je ne sais pas, de chasser les Russes d'Ukraine. Et pour cette chance, il semble qu'ils soient prêts à sacrifier 1 million de leurs concitoyens. Il faut arrêter la guerre, il faut mettre fin au meurtre. Oui, ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste, mais un dirigeant doit penser au destin et à la survie de son peuple, pas à sa propre vie. Après avoir écrit le best-seller mondial Ma lutte,
Les revenus de celui-ci permettent donc de mener une vie très confortable et très prospère quelque part à Zanzibar ou à Madagascar. À Volodymyr Alexandrovitch et sa famille, qu'il écrive ce livre, qu'il vive bien, il a fait un acte, de mon point de vue, qui justifie tout le reste. Et quand il a dit qu'il ne quitterait pas l'Ukraine, qu'il n'avait pas besoin d'un avion de Biden, qu'il avait besoin d'armes et non d'un avion vide pour l'emmener, cela m'a marqué. C'est par cela qu'il l'a mérité. Mais néanmoins, plus loin, tu as été porté au sommet, tu as toi-même dit oui, je veux, tu es un adulte. Quant aux oligarques ou au peuple, je ne sais pas. Cela n'a aucune importance maintenant, mais par la volonté du destin, tu t'es retrouvé là-bas. Et de ceux dont dépend le destin de millions de personnes. Et essayez, Vladimir Alexandrovitch, d'être digne de ce poste. Au revoir.